Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un texte assez marquant de Bakary Domingo Manet. Il s'intitule La farce tragique de l'histoire de Pastef. Oui, ce sont des extraits qui donnent une perspective assez crue sur les conséquences humaines, politiques aussi, d'une période de lutte. L'auteur la situe entre 2021 et 2024 au Sénégal. Voilà. Et notre objectif, c'est vraiment d'aller creuser les idées fortes de ce texte. On va essayer de comprendre ce sentiment de désillusion et puis la critique parfois assez féroce qu'il porte. L'idée, c'est de saisir la thèse centrale, je pense, sur le sacrifice des jeunes, et puis ce qu'il appelle cette espèce de cycle presque ironique de l'histoire politique. Tout à fait. Et le langage est puissant, très imagé. Il décrit une situation qu'il voit comme tragique, mais aussi absurde, d'où la farce. Alors, le point de départ, si je comprends bien, c'est ce contraste qu'il pose d'emblée entre le prix payé par certains et la réalité qu'il observe maintenant. Exactement. Le texte, il nous met tout de suite face au sort de milliers de jeunes. Manet les appelle les blessés, les mutilés de la démocratie. Ceux qui étaient en première ligne, pendant ces années-là. Hmm. Et ce qui est frappant, c'est pas seulement la douleur physique ou morale qu'il décrit, c'est surtout un sentiment d'abandon. Quand il dit qu'ils n'ont que leurs larmes pour panser leurs plaies, c'est phare comme image. Oui, c'est une image poignante. Et il insiste, il dit même que certains n'ont même pas le privilège d'une prise en charge médicale. Ça pose tout de suite la question de la reconnaissance finalement, de la valeur de leur combat. Absolument. Il pose la question d'ailleurs de façon assez directe. Que vaut diantre leur sacrifice? On sent que cette question, elle va un peu planer sur toute l'analyse. Bah oui, parce que c'est central dans cette perception d'une sorte de trahison, ou en tout cas d'un décalage énorme. Pour Manet, ce n'est pas juste un manque de moyens, c'est le signe que ce combat, ces souffrances, ils risquent d'être un peu gommés, minimisés par la nouvelle situation politique. C'est la base de sa critique en fait. Voilà. Et la souffrance, elle va bien au-delà du visible. Les récits des détentions, il dit qu'ils font froid dans le dos. Il utilise des mots très durs. Il parle de tortionnaires qui auraient volé leur humanité. Oui, il cherche vraiment à nous faire ressentir la gravité de ce qu'il décrit. Quand il parle de corps transformés en objets, loques humaines, ou cet assemblage de chair, c'est C'est une volonté de décrire une déshumanisation totale, oui, pour confronter le lecteur à une réalité qui est difficilement soutenable. carrément. Et ça culmine avec l'évocation d'atteintes qui sont irréversibles. Très violente. Il écrit « Certains sont émasculés, incapables de procréer ad vitam aeternam Waouh. La perte, elle est multiple là. Physique, symbolique. Ça touche à la descendance, à la transmission. ». Et cette métaphore du Minotaure. Oui, le Minotaure qui aurait brisé les chaînes pour s'emparer de leur dignité. C'est très parlant. C'est la force brute, dévorante qui détruit l'essence même de la personne. C'est intéressant ce recours à la mythologie. Ça donne une dimension presque hors du temps à cette violence, comme si c'était quelque chose de plus profond, de plus archaïque. Tout à fait. Et puis, il y a ceux qui ne sont plus là. Exactement. Manet évoque le sacrifice suprême, les morts. Il utilise ce mot, barzak, l'entre-deux-mondes dans la tradition musulmane, Mhm. pour dire que ces âmes innocentes nous interpellent. L'idée, c'est que leur mort n'est pas juste un drame, c'est un poids moral sur le présent. Une dette, en quelque sorte, qui appelle la justice, ou au moins une mémoire active. Et cette mémoire, justement, elle semble faire défaut d'après lui. Il pointe ce qu'il voit comme une sorte d'amnésie, ou même d'ingratitude chez certains. Il parle de gens frappés d'amnésie, condamnés à ne vivre que l'instant présent. Est-ce que c'est un oubli volontaire, cynique, ou juste la tendance humaine à passer à autre chose? Le texte semble plutôt pencher vers une critique morale assez forte, un oubli coupable, une insensibilité au drame des autres. Il parle d'âmes corrompues, incapables d'entendre le silence pesant des âmes innocentes. D'accord. Et cet avertissement, lorsque le présent nie le passé, aucun futur n'est possible. Ça sonne comme une condamnation, hein. L'idée, c'est que le confort de certains aujourd'hui reposerait sur cet oubli des sacrifices, des fondations moralement compromises, donc. Voilà. Et c'est ce décalage qui amène l'amertume et la question de la justice. Quand il demande si, faute de justice, les familles sont condamnées à s'accrocher au karma, on sent la désillusion face aux institutions. Et ce sentiment d'injustice, d'oubli, ça nous mène tout droit à son concept clé, la farce tragique. Alors comment il l'explique cette idée? Qu'est-ce qui rend l'histoire une farce et pourquoi elle est tragique?
Alors, la farce tragique, chez Manet, c'est ce spectacle ironique et douloureux en même temps de l'inversion des rôles après le conflit. Il décrit ceux qui se sont opposés au changement avec une violence inouïe Oui, et qui deviennent soudain les chantres de la rupture. C'est cette récupération, cette réhabilitation des anciens adversaires qui est la farce. d'accord, je vois. Elle devient tragique parce qu'elle semble, annuler les sacrifices passés, rendre la lutte vaine, humilier ceux qui ont cru et qui ont payé le prix. C'est l'ironie de l'histoire qui fait mal. Une deuxième fois. Donc c'est pas juste absurde, c'est quelque chose qui a des vraies conséquences morales, politiques. Il va même plus loin, avec une accusation assez grave, non? Il suggère que les vaincus utiliseraient de l'argent public détourné pour financer le désordre. Oui, c'est une accusation lourde. Ça vient renforcer cette idée d'une continuité souterraine de l'ancien système, voire d'une contre-attaque menée avec les moyens de l'État. Ça nourrit la thèse que la transition politique ne serait qu'une façade. Et la farce devient alors tragique et insupportable quand, selon ses mots, les ennemis du projet de changement sont promus à des postes stratégiques. Ah oui, Il interprète ça comme une façon de leur donner les armes ou une seconde chance de combattre de l'intérieur ce qu'ils ont jadis présenté comme le monstre. L'idée d'un sabotage possible depuis le cœur du nouvel État. on sent là une critique très forte d'une certaine forme de réconciliation politique, peut-être jugée trop pragmatique, hein. Ou trop rapide, oui. Le texte parle d'une paix résonnant dans le sens contraire du courage, une paix au nom de laquelle on piétine la justice sociale. C'est un dilemme fréquent dans les transitions, mais Manet, lui, semble rejeter ce type de compromis. Totalement. Il oppose très clairement deux traitements. D'un côté, les vainqueurs qui déroulent le tapis rouge aux bourreaux, et de l'autre, les pilleurs de milliards qui seraient hyper protégés et sécurisés. Cette juxtaposition, elle est faite pour choquer, pour souligner ce qu'il voit comme une inversion des valeurs. Les responsables présumés seraient réhabilités. Voilà. Non seulement impunis, mais réhabilités. Tandis que la justice pour les victimes, la récupération des biens volés, tout ça passerait au second plan. Et c'est cette dynamique qui nourrit le sentiment que l'histoire se répète. Ce qui nous amène justement à cette idée de l'éternel retour du même. Comment il transpose ce concept philosophique qu'on associe souvent à Nietzsche, à la situation politique et administrative qu'il décrit. Mais il l'utilise pour illustrer cette impression tenace que même s'il y a un changement de visage politique en surface, les structures profondes du pouvoir, les mentalités dans l'administration, les réseaux d'influence, tout ça, ça perdure. Il parle spécifiquement d'une force d'inertie dans l'administration, composée d'hommes et de femmes, toujours tapis dans l'ombre, qui reproduisent les mêmes comportements. Une résistance au changement, en somme. Oui, une résistance due à la peur ou à l'habitude. Et il la présente comme un frein majeur au projet initial, et même comme une source possible de nouveaux conflits. C'est l'idée que le système s'auto-préserve, au-delà des alternances. Et il fait le lien direct entre cette inertie du système et le vécu des jeunes militants. C'est comme si, après la violence physique, ils se heurtaient à un mur invisible, mais tout aussi démoralisant. C'est exactement ça. Manet décrit un double choc pour ces jeunes. D'abord, ils ont vécu la tragédie de l'histoire, la répression, les blessures, la mort, et ensuite, ils se prennent en pleine figure la farce tragique de l'histoire. Et cette deuxième phase, la farce, elle est peut-être pire psychologiquement. Plus insidieuse, oui. Selon Manet, elle vise à saper la morale des jeunes et les faire douter. C'est une violence symbolique qui vient après la violence physique, voir leurs idéaux trahis, leurs anciens ennemis revenir. L'image qu'il utilise d'être accueilli dans le ventre de la bête, où le vainqueur semble se soumettre à la loi du vaincu, elle est très forte. Oui, ça suggère une sorte de cooptation, de neutralisation du potentiel de changement par le système lui-même. Et dans cette perspective, la farce devient effectivement plus tragique, plus terrifiante que la tragédie elle-même, parce qu'elle signifierait l'échec de la transformation espérée. Tout à fait. Pour Manet, ce retour en force des vaincus, c'est le signe que la farce peut dépasser la tragédie en termes de désespoir, de conséquences à long terme. Sa question rhétorique à la fin de cette partie, l'éternel retour du même, elle laisse planer un doute assez pessimiste sur les chances réelles de rupture. Bon, si on essaye de résumer l'argument central de Bakary Domingo Manet dans ses extraits, on pourrait dire qu'il met en lumière une tension énorme, presque une fracture. D'un côté, l'engagement total, le sacrifice d'une partie de la jeunesse entre 2021 et 2024, et de l'autre, une réalité politique après le changement qu'il juge être une farce tragique. C'est une bonne synthèse, oui.
où les anciennes logiques et même les anciens acteurs semblent non seulement survivre, mais Reprendre le dessus. ce qui vide le sacrifice initial de son sens. C'est ça. Et plusieurs points clés ressortent de son analyse, je crois. Premièrement, le coût humain, psychologique, de ce sacrifice non reconnu. Ça crée une blessure qui dure. Oui, Deuxièmement, ce concept de farce tragique, pour décrire comment un système politique peut finalement absorber, neutraliser un mouvement de changement, notamment en réintégrant ses anciens adversaires. Troisièmement, une critique vraiment virulente d'une certaine réelle politique, d'une paix pragmatique, qui sacrifierait la justice sociale et la nécessité de rendre des comptes. Et enfin, Application de l'idée de l'éternel retour à l'inertie administrative politique, ce qui suggère qu'il est structurellement très difficile de changer les choses en profondeur. Le texte se termine sur une note philosophique assez interpellante. Seul le surhomme peut revivre avec dignité la tragédie de l'histoire, surtout lorsqu'elle se mue en farce. Cette référence au surhomme de Nietzsche, c'est pas anodin ici. non, en effet, c'est une conclusion qui élève un peu le débat. Chez Nietzsche, le surhomme, c'est celui qui affirme la vie, qui crée ses valeurs face à l'absurde, à la souffrance, celui qui peut accepter l'éternel retour sans sombrer. D'accord. En l'évoquant ici, Manet suggère peut-être qu'il faut une force de caractère exceptionnelle, une capacité à dépasser l'amertume, la désillusion, pour faire face à cette répétition de l'histoire, surtout quand elle prend cette tournure ironique, cruelle de la farce. Ce n'est pas une solution politique qu'il propose, alors ? Non, c'est plutôt une posture existentielle face à la situation qu'il a décrite. Ce qui nous laisse avec une question pour nos réflexions futures, peut-être. Qu'est-ce que cette conclusion nous dit sur la vision de Manet ? Sur la possibilité même d'un vrai changement ou d'atteindre la justice dans ce contexte ? Si seul un surhomme peut endurer ça dignement, quelle place reste-t-il pour l'individu lambda, pour le jeune militant blessé, face à ce cycle qui paraît si implacable dans le texte ? C'est une très bonne question. Est-ce que c'est un appel à une sorte de dépassement individuel face à un échec collectif perçu ? Ou est-ce le constat d'une impasse politique où la seule issue serait une sorte de stoïcisme héroïque ? La question reste ouverte, c'est sans doute voulu. Le texte pose un diagnostic sévère, oui, plein d'amertume. Mais cette dernière phrase, tout en soulignant la difficulté extrême de la situation, elle peut aussi être lue comme un défi lancé à la résilience humaine, à la possibilité de forger sa propre dignité, même au milieu de ce qui est présenté comme un effondrement des espoirs collectifs. Ça nous invite à réfléchir, je crois, sur les ressources qu'on peut trouver individuellement et collectivement face aux désillusions que les parcours politiques peuvent engendrer.